Sexualité des enfants. Sigmund Freud. Sexualité des enfants. La négligence de l'enfant. Une partie de l'opinion populaire sur la pulsion sexuelle est l'affirmation qu'elle est absente dans l'enfance et ne se réveille qu'à la période de la vie appelée puberté. Ce n'est pas n'importe quelle erreur, elle est lourde de conséquences, puisqu'elle est la principale responsable de notre ignorance actuelle sur les bases de la vie sexuelle. Une étude approfondie des manifestations sexuelles de l'enfance nous révélerait probablement les traits essentiels de la pulsion sexuelle, révélerait son développement et montrerait qu'elle est composée de diverses sources. Chose remarquable, les auteurs qui s'occupaient d'expliquer les propriétés et les réactions de l'individu adulte accordaient beaucoup plus d'attention à la préhistoire constituée par la vie des ancêtres, c'est-à-dire qu'ils attribuaient une influence beaucoup plus grande à l'hérédité, qu'aux autres la préhistoire, qui se présente déjà dans l'existence individuelle, l'enfance. Et que, comme il faut le supposer, l'influence de cette période de la vie est plus facile à comprendre et aurait des titres à considérer avant celle de l'hérédité 1. Il est vrai que dans la bibliographie on trouve parfois des nouvelles d'une pratique sexuelle précoce chez les jeunes enfants, sur les érections, la masturbation et même des actions ressemblant au coïté. Mais ils sont toujours cités comme des procédés exceptionnels, comme des curiosités ou comme des exemples horrifiants de corruption précoce. À ma connaissance, aucun auteur n'a clairement reconnu que l'existence d'une pulsion sexuelle dans l'enfance a le caractère d'une loi. Et dans les écrits déjà nombreux sur le développement de l'enfant, le développement sexuel est presque toujours omis. Annoncier de l'enfant. Je cherche la raison de cet étonnant oubli, en partie dans les scrupules conventionnels des auteurs dus à leur propre éducation, et en partie dans un phénomène psychique jusqu'ici inexpliqué. Je veux parler de l'amnésie particulière qui, chez la plupart des êtres humains, pas tout, couvre les premières années de leur enfance, jusqu'à la 6e ou la 8e année de la vie. Jusqu'ici il ne nous est pas venu à l'esprit de nous étonner du fait de cette amnésie, mais nous aurions de bonnes raisons pour cela. En effet, on nous raconte que dans ces années, dont nous ne gardons plus tard en mémoire que quelques lambeaux incompréhensibles, nous réagissions avec vivacité aux impressions, nous savions exprimer humainement la douleur et la joie, nous manifestions de l'amour, de la jalousie, et d'autres ils nous secouaient alors violemment, et nous prononcions même des phrases que les adultes enregistraient comme de bons indices de pénétration et d'une capacité de jugement naissante. Et une fois adultes, nous ne savons rien de tout cela par nous-mêmes. Pourquoi notre mémoire est-elle si loin derrière nos autres activités mentales ? Surtout quand on a des raisons de croire qu'à aucune autre période de la vie la capacité de reproduction et de réception n'est plus grande, précisément, que dans l'enfance. D'autre part, nous devons supposer, ou nous pouvons en être convaincus par l'investigation psychologique d'autres personnes, que ces mêmes impressions que nous avons oubliées ont néanmoins laissé les traces les plus profondes dans notre vie mentale et sont devenues déterminantes pour toute notre vie. Développement ultérieur. Il ne s'agit donc pas d'une disparition réelle des impressions infantiles, mais d'une amnésie semblable à celle que l'on observe chez les névrosés à propos d'expériences ultérieures et dont l'essence consiste en un simple retrait de conscience, refoulement. Maintenant, quelles sont les forces qui provoquent ce refoulement des impressions infantiles ? Celui qui résoudra cette énigme aura en même temps éliminé l'amnésie hystérique. En tout cas, nous ne manquerons pas de souligner que l'existence de l'amnésie infantile fournit un autre point de comparaison entre l'état mental de l'enfant et celui du psychonévrosé. Nous avons déjà trouvé un point semblable lorsqu'on nous a imposé la formule que la sexualité des psychonévrosés conserve l'état infantile où y a été reléguée. Et si l'amnésie infantile elle-même devait être liée aux pulsions sexuelles de l'enfance ? En vérité, c'est plus qu'un simple jeu d'esprit de lier l'amnésie infantile à l'amnésie hystérique. Cette dernière, qui est au service du refoulement, ne peut s'expliquer que par le fait que l'individu possède déjà un stock de traces mnésiques soustraites à son accès conscient et que maintenant, par le biais d'un lien associatif, il entraîne vers lui-même, ce sur quoi agissent, depuis la conscience, les forces répulsives du refoulement astérisque. Sans amnésie infantile, pourrait-on dire, il n'y aurait pas d'amnésie hystérique. À mon avis, donc, l'amnésie infantile, qui convertit l'enfance de chaque individu en un temps antérieur,
pour ainsi dire préhistorique, et lui cache les débuts de sa propre vie sexuelle, est à blâmer pour ne pas valoriser la période enfantine dans le développement de la vie sexuelle. Un seul observateur ne peut combler les lacunes que cela a engendrées dans nos connaissances. Déjà en 1896 je soulignais la pertinence des années d'enfance pour la genèse de certains phénomènes importants, dépendant de la vie sexuelle, et depuis je n'ai cessé de mettre en avant le facteur infantile de la sexualité. La période de latence sexuelle de l'enfance et ses ruptures. La découverte extraordinairement fréquente de pulsions sexuelles considérées comme des exceptions et des cas atypiques dans l'enfance, ainsi que la révélation des souvenirs d'enfance de névrosés, jusque-là inconscients, permettent peut-être de dresser le tableau suivant du comportement sexuel à cette époque. Semble sûr que le nouveau-né apporte avec lui des germes d'impulsion sexuelle qui continuent à se développer pendant une certaine période, mais subissent ensuite une suffocation progressive. Ceci, à son tour, peut être interrompu par des vagues régulières d'avancement du développement sexuel ou suspendu par des particularités individuelles. Rien de certain n'est connu sur le caractère légal et la périodicité de cette voie oscillante de développement. Il semble cependant que presque toujours vers la 3e ou la 4e année de la vie de l'enfant sa sexualité s'exprime sous une forme accessible à l'observation. Les inhibitions sexuelles. Pendant cette période de latence totale ou seulement partielle, se construisent des puissances psychiques qui se présenteront plus tard comme des inhibitions dans le chemin de la pulsion sexuelle et rétréciront son cours à la manière de barrage, le dégoût, le sentiment de honte, l'idéal revendication dans l'esthétique et dans la morale. Chez l'enfant civilisé on a l'impression que l'établissement de ces digues est l'œuvre de l'éducation, et sans doute y contribue-t-il beaucoup. Mais en réalité ce développement est de conditionnement organique, héréditairement fixé, et si nécessaire il peut se faire sans aucune aide de l'éducation. Celle-ci adhère entièrement à la sphère de compétences qui lui est assignée lorsqu'elle se borne à marcher après ce qui est organiquement établi, lui donnant une empreinte un peu plus ordonnée et profonde. Formation réactive et sublimation. Avec quels moyens ? Ces constructions sont-elles si importantes pour la culture personnelle ultérieure et la normalité de l'individu exécuté ? Probablement aux dépens des pulsions sexuelles infantiles elles-mêmes, dont l'afflux n'a donc pas cessé, même dans cette période de latence, mais dont l'énergie, en tout ou en grande partie, est détournée de l'usage sexuel et appliquée à d'autres fins. Les historiens de la culture semblent réticents à supposer que par ce détournement des forces pulsionnelles sexuelles de leur but et leur orientation vers de nouveaux buts, un processus qui mérite le nom de sublimation, des composantes puissantes sont acquises pour toutes les réalisations culturelles. Nous ajouterons alors qu'un processus égal. Elle a lieu dans le développement de l'individu, et nous situerions son début dans la période de latence sexuelle de l'enfance. Vous pouvez également risquer une conjecture sur le mécanisme d'une telle sublimation. Les pulsions sexuelles de ces années infantiles seraient, d'une part, inapplicables, puisque les fonctions de reproduction sont différées, ce qui constitue le caractère principal de la période de latence. D'autre part, ils seraient pervers en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils partiraient des zones érogènes et seraient soutenus par des pulsions qui, compte tenu du sens de développement de l'individu, ne provoqueraient que des sensations de déplaisir. C'est pourquoi ils suscitent des forces psychiques contraires, mouvements réactifs, qui construisent, pour l'étouffement effectif de ce déplaisir, les barrages psychiques précités, dégoût, honte et moralité. 10. Pause dans la période de latence. Sans nous faire d'illusions sur le caractère hypothétique et l'insuffisante clarté de nos aperçus sur les processus de la période infantile de latence ou d'ajournement, revenons à la réalité pour indiquer que cet usage de la sexualité infantile constitue un idéal pédagogique dont le développement de l'individu s'écarte presque toujours en quelques points, et souvent dans une mesure considérable. De temps en temps, un bloc d'extériorisation sexuelle perce qui a échappé à la sublimation, ou une certaine pratique sexuelle se conserve tout au long de la période de latence jusqu'au déclenchement renforcé de la pulsion sexuelle à la puberté.
Il se comporte comme s'il partageait nos vues sur la formation des pouvoirs de défense morale aux dépens de la sexualité, et comme s'il savait que la pratique sexuelle rend l'enfant inenseignable. En effet, il persécute comme vice toutes les expressions sexuelles de la sexualité. L'enfant, quoique sans faire grand-chose contre eux. Or, nous avons raison de nous intéresser à ces phénomènes redoutés par l'éducation, puisque nous espérons qu'ils nous éclaireront sur la conformation originelle de la pulsion sexuelle. La meuleuse. Pour des raisons que nous verrons plus loin, nous prendrons la succion, sucer avec délectation, comme modèle des expressions sexuelles infantiles, à laquelle le pédiatre hongrois Lindner a consacré une étude notable, 1879. La succion Ludel ou Lutschen, qui apparaît déjà chez le nourrisson et peut se conserver jusqu'à la maturité ou persister tout au long de la vie, consiste en un contact de succion avec la bouche, lèvres, répété rythmiquement, qui n'a pas la fin de la nutrition. Une partie de ses propres lèvres, la langue, un endroit de la peau à portée de main, même le gros orteil sont pris comme l'objet sur lequel s'exerce l'action de succion. Une pulsion de préhension qui émerge en même temps se manifeste généralement par une traction rythmique simultanée du lobe de l'oreille et la saisie d'une partie d'une autre personne, presque toujours son oreille, dans le même but. L'action de sucer avec délectation capte complètement l'attention et entraîne une somnolence voire une réaction motrice dans une sorte d'orgasme. Il n'est pas rare que la succion savoureuse soit associée au frottement de certaines parties sensibles du corps, la poitrine, les organes génitaux externes. Ainsi, de nombreux enfants passent de la succion à la masturbation. Lindner lui-même a reconnu la nature sexuelle de cette action et l'a souligné sans scrupule. Dans l'éducation, la succion est souvent assimilée aux autres mauvaises habitudes sexuelles de l'enfant. De nombreux pédiatres et neurologues. Ils se sont vivement opposés à cette conception, mais une partie de son objection repose sans doute sur la confusion de « sexuel » avec « génital ». Cette dissidence soulève une question difficile et incontournable: quel est le caractère universel des expressions sexuelles de l'enfant, qui permettrait de les reconnaître ? Je crois que l'enchaînement des phénomènes que nous avons pu comprendre grâce aux recherches psychanalytiques nous autorise à considérer la succion comme une expression sexuelle, et précisément à y étudier les traits essentiels de la pratique sexuelle infantile. Auto-érotisme. Nous avons l'obligation d'examiner plus avant cet exemple. Soulignons, comme caractère le plus frappant de cette pratique sexuelle, le fait que la pulsion n'est pas dirigée vers une autre personne, il se satisfait de son propre corps, il est auto-érotique, pour le dire avec une désignation heureuse introduite par Revlak Ellis 1898-13. Il est également clair que l'action de l'enfant tétine est régie par la recherche d'un plaisir déjà vécu, et maintenant remémoré. Ainsi, dans le cas le plus simple, la satisfaction est obtenue en aspirant rythmiquement un secteur de peau ou de muqueuse. Il est aussi facile de déduire les occasions qui ont donné à l'enfant les premières expériences de ce plaisir qu'il aspire maintenant à renouveler. Sa première activité, la plus importante de sa vie, allaiter le sein de sa mère, ou celui de ses mères porteuses, ne pouvait que le familiariser avec ce plaisir. On dirait que les lèvres de l'enfant se comportent comme une zone érogène, et la stimulation par le flux chaud de lait est à l'origine de la sensation agréable. Au début, bien sûr, la satisfaction de la zone érogène était associée à la satisfaction du besoin de se nourrir. La tâche sexuelle en l'en s'ancre d'abord dans l'une des fonctions qui servent à la conservation de la vie, et ce n'est que plus tard qu'elle en devient indépendante. Quiconque voit un enfant rassasié s'endormir au sein de sa mère, avec des joues roses et un sourire béat, ne peut s'empêcher de dire que cette image continue d'être décisive pour l'expression de la satisfaction sexuelle plus tard dans la vie également. Le besoin de répéter la satisfaction sexuelle est alors dissocié du besoin de se nourrir, divorce qui devient inévitable lorsque les dents apparaissent et que l'alimentation ne se fait plus exclusivement par succion, mais aussi par mastication. Sa propre peau parce qu'elle lui est plus confortable, parce qu'il devient ainsi indépendant du monde extérieur qu'il ne peut pas encore contrôler, et parce qu'il se procure en quelque sorte une seconde zone érogène, quoique de moindre valeur.
La moindre valeur de cette deuxième place l'amènera plus tard à chercher chez quelqu'un d'autre la partie correspondante, les lèvres. On pourrait l'imaginer disant « Dommage que je ne puisse pas m'embrasser ». Tous les enfants ne sucent pas vraisemblablement, ils arrivent de le faire ceux chez qui la valeur érogène de la zone des lèvres est constitutionnellement renforcée. Si cela persiste, ces enfants, arrivés à l'âge adulte, seront de grands embrasseurs, seront enclins au baiser pervers ou, s'il s'agit d'hommes, auront une forte motivation intrinsèque à boire et à fumer. Mais si le refoulement vient, ils ressentiront du dégoût devant la nourriture et ils produiront des vomissements hystériques. La zone labiale étant un champ d'action réciproque, je m'insemble Kate, le refoulement va envahir la pulsion nutritionnelle. Beaucoup de mes patients souffrant de troubles de l'alimentation, de globus historicus, d'étranglement de la gorge et de vomissements étaient des pacificateurs énergiques dans leur enfance. Dans la succion ou la succion avec délectation, nous avons déjà observé les 3 caractéristiques essentielles d'une expression sexuelle infantile. Ceci est né en soutenant l'une des fonctions corporelles importantes pour la vie, elle ne connaît pas encore d'objet sexuel, puisqu'elle est auto-érotique, et son but sexuel est sous l'emprise d'une zone érogène. Prévoyons que ces caractéristiques sont également valables pour la plupart des autres pratiques de la pulsion sexuelle infantile. Caractère des zones érogènes. On peut encore tirer beaucoup de l'exemple de la succion pour caractériser ce qu'est une zone érogène. C'est un secteur de la peau ou des muqueuses dans lequel des stimulations d'un certain type. Il provoque une sensation agréable d'une certaine qualité. Il ne fait aucun doute que les stimuli générateurs de plaisir sont liés à des conditions particulières, mais nous ne les connaissons pas. Parmi eux, le caractère rythmique ne peut que jouer un rôle, l'analogie avec le chatouillement prévaut. Il semble moins certain que le caractère de la sensation de plaisir provoquée par le stimulus puisse être qualifié de particulier, particularité dans laquelle serait contenu, précisément, le facteur sexuel. En matière de plaisir et de déplaisir, la psychologie tâtonne encore trop dans le noir, il convient donc d'adopter l'hypothèse la plus prudente. Peut-être trouverons-nous plus tard des motifs qui semblent soutenir la particularité comme qualité de cette sensation agréable. La propriété érogène peut bien adhérer à certaines parties du corps. Il existe des zones érogènes prédestinées, comme le montre la succion, mais ce même exemple nous apprend aussi que tout autre secteur de la peau ou de la muqueuse peut rendre les services d'une zone érogène, pour laquelle il est obligé d'entraîner une certaine aptitude. Par conséquent, pour la production d'une sensation agréable, la qualité du stimulus est plus importante que le teint des parties du corps. Le garçon tétine cherche son corps et choisit un secteur pour le sucer avec délectation, plus tard, par habitude, cela devient le favori. Quand par hasard il tombera sur l'un des secteurs prédestinés, mamelons, organes génitaux, ce sera certainement le favori. Cette capacité de déplacement réapparaît dans la symptomatologie de l'hystérie de façon tout à fait analogue. Dans cette névrose, le refoulement touche surtout les zones génitales au sens strict, qui prêtent leur stimulation aux zones érogènes restantes, qui autrement resteraient reléguées dans la vie adulte, alors, il se comporte en un tout comme les organes génitaux. Mais, en plus, comme dans le cas de la succion, tout autre secteur du corps peut être doté de l'excitabilité des organes génitaux et s'élever au statut de zone érogène. Les zones érogènes et hystérogènes présentent les mêmes caractères. Objectif sexuel de l'enfant. Le but sexuel de la pulsion infantile consiste à produire la satisfaction par la stimulation appropriée de la zone érogène qui, d'une manière ou d'une autre, a été choisie. Pour qu'un besoin de le répéter soit créé, il faut que cette satisfaction ait été éprouvée auparavant, et il est légitime de penser que la nature aura pris certaines mesures pour que cette expérience ne soit pas laissée au hasard. Révélée par 2 choses, une sensation particulière de tension, qui a plutôt le caractère d'un déplaisir, et une sensation de stimulation conditionnée centralement ou de démangeaison projetée sur la zone érogène périphérique. C'est pourquoi le but sexuel peut aussi se formuler ainsi, il chercherait remplacer la sensation de stimulation projetée sur la zone érogène, par ce stimulus externe qui l'annule en provoquant la sensation de satisfaction.
Ce stimulus externe consistera la plupart du temps en une manipulation analogue à la tétée. Mais s'il est vrai que le besoin peut aussi être suscité de manière périphérique, par une véritable altération de la zone érogène, ce fait s'harmonise parfaitement avec nos connaissances physiologiques. Il semble seulement un peu surprenant qu'un stimulus nécessite un second stimulus appliqué au même endroit pour être annulé. Expression sexuelle masturbatoire. Cela ne peut que nous rendre extrêmement heureux de découvrir qu'une fois la pulsion étudiée à partir d'une seule zone érogène, nous n'avons plus beaucoup de choses importantes à apprendre sur la pratique sexuelle de l'enfant. Les différences les plus notables concernent les étapes à suivre pour obtenir la satisfaction, qui dans le cas de la zone labiale consistait en la succion et qui devront être remplacées par une autre action musculaire selon la position et la teinte des autres zones. Activation de la zone anale. La zone anale, comme la zone labiale, convient en raison de sa position pour fournir un support à la sexualité dans d'autres fonctions corporelles. Il faut admettre que la valeur érogène de ce secteur du corps est à l'origine très grande. À travers la psychanalyse, nous apprenons, non sans surprise, les transmutations que subissent normalement les excitations sexuelles qui en sont issues, et combien de fois elle entretient une participation considérable à l'excitabilité génitale tout au long de la vie. Les rhumes intestinaux à un âge précoce rendent l'enfant nerveux, comme on dit, s'il développe ultérieurement une névrose, elles ont une influence déterminante sur son expression symptomatique et mettent sa disposition toute la somme des troubles intestinaux. Et en référence à valeur érogène du tractus anal, valeur qui se conserve, sinon en tant que telle, du moins dans sa transmutation, on ne peut pas se moquer de l'influence des hémorroïdes, à laquelle la médecine ancienne accordait tant de poids pour l'explication des états névrotiques. Les enfants qui profitent de la stimulabilité érogène de la région anale sont trahis par le fait qu'ils retiennent les matières fécales jusqu'à ce que l'accumulation de celles-ci provoque de fortes contractions musculaires et, en passant par l'anus, ils peuvent exercer un puissant stimulus sur la muqueuse V2 de cette façon, les sensations voluptueuses doivent être produites en même temps que les sensations douloureuses. L'un des meilleurs signes annonciateurs d'une maladresse ou d'une nervosité ultérieure est qu'un nourrisson refuse obstinément de vider l'intestin lorsqu'il est placé sur le pot, c'est-à-dire lorsque le soignant le souhaite, réservant cette fonction au moment où le parent le souhaite. Ce qui l'intéresse, bien sûr, ce n'est pas de salir son berceau, il essaie juste de ne pas rater le plaisir qu'il peut obtenir en faisant caca. Encore une fois, les éducateurs ont raison lorsqu'ils appellent les enfants qui diffèrent ces fonctions révoltées. Le contenu des intestins, qui, en tant qu'organe stimulant, se comporte vis-à-vis d'une muqueuse sexuellement sensible comme le précurseur d'un autre organe destiné à n'entrer en action qu'après la phase de la petite enfance, a encore d'autres aspects importants pour le nourrisson. Évidemment, il le traite comme une partie de son propre corps, il représente le premier dos par lequel le petit être peut exprimer son obéissance envers le milieu environnant en l'extériorisant, et sa défiance en le refusant. De ce sens de dos, il prend plus tard celui de enfant, qui, selon une des théories sexuelles infantiles, s'acquiert par la nourriture et naît par l'intestin. La rétention des matières fécales, pratiquée délibérément dans un premier temps pour profiter de sa stimulation masturbatoire, pour ainsi dire, de la zone anale ou pour l'utiliser dans la relation avec les personnes qui s'occupent de l'enfant, est d'ailleurs l'une des racines de la constipation si fréquente chez les neuropathes. Toute l'importance de la zone anale se traduit aussi par le fait qu'on trouve très peu de névrosés qui n'aient pas leurs usages scatologiques particuliers. Activation des zones génitales. Entre les zones érogènes du corps infantile, il en est un qui certes ne joue pas le rôle principal ni ne peut être porteur des pulsions sexuelles les plus anciennes, mais qui est destiné à de grandes choses dans l'avenir. Chez les garçons comme chez les filles, il est lié à la miction, gland, clitoris, et chez les premiers, il se trouve à l'intérieur d'un sac muqueux, de sorte qu'il ne peut pas manquer de stimulation par les sécrétions, capable de déclencher une excitation sexuelle dès le début. Les activations sexuelles de cette zone érogène, qui correspond aux parties sexuelles proprement dites, sont sans aucun doute le début de la vie sexuelle normale ultérieure.
du fait de leur situation anatomique, du débordement des sécrétions, du lavage et du frottement des soins corporels, et du fait de certaines excitations accidentelles, comme la migration des vers intestinaux chez les filles, il est inévitable que la sensation agréable que ces parties du corps sont capables de fournir est rendue perceptible à l'enfant déjà dans sa période de lactation, éveillant en lui le besoin de le répéter. Si l'on considère la somme de ces circonstances et que l'on s'aperçoit que les mesures adoptées pour maintenir la propreté n'auront guère d'autre effet que ceux produits par leur saleté, il devient presque forcé de conclure qu'à travers l'onanisme infantile, dont presque aucun individu ne souffre, il n'échappe. La primauté future de cette zone érogène est établie, pour l'activité sexuelle. En serrant les cuisses. Cette dernière opération est de loin la plus fréquente chez la fille. Chez le garçon, la préférence pour la main indique déjà la contribution importante que la pulsion de saisie est destinée à apporter à l'activité sexuelle masculine. Il sera dans l'intérêt de la clarté 28 d'indiquer qu'il faut distinguer 3 phases dans la masturbation infantile. Le premier correspond à la période de lactation, le second au bref épanouissement de la pratique sexuelle vers la 4e année de vie, et seul le troisième répond à l'onanisme pubertaire, le seul habituellement pris en compte. La deuxième phase de la masturbation du nourrisson. L'onanisme infantile semble disparaître au bout de peu de temps, néanmoins, sa continuation ininterrompue jusqu'à la puberté peut déjà constituer le premier grand écart par rapport au développement auquel l'être humain aspire dans la culture. Après la période de lactation, à un moment donné de l'enfance, généralement avant la 4e année, la pulsion sexuelle se réveille généralement dans cette région génitale et dure un certain temps, jusqu'à ce qu'une nouvelle suffocation l'arrête ou se poursuive sans interruption. Les relations possibles sont très diverses et ne peuvent être élucidées que par l'examen le plus détaillé des cas individuels. Mais tous les détails de cette seconde activation sexuelle infantile laissent les traces les plus profondes, inconscientes, dans la mémoire de la personne, déterminent le développement de son caractère s'il reste en bonne santé, et les symptômes de sa névrose s'il tombe malade après la puberté. Dans ce dernier cas, nous constatons que cette période sexuelle a été oubliée et que les souvenirs conscients qui en attestent ont été déplacés. J'ai déjà dit que je relierais aussi l'amnésie infantile normale à cette activation sexuelle infantile. Grâce à l'exploration psychanalytique, il est possible de rendre conscient l'oublié et, de cette façon, d'éliminer une compulsion qui part du matériel psychique inconscient. Retour de l'allaitement-masturbation. Là, l'excitation sexuelle de la période de lactation revient dans les années d'enfance indiquées, il peut le faire comme un stimulus de démangeaison conditionnée centralement qui appelle une satisfaction masturbatoire, ou comme un processus du type de pollution, qui, analogue à la pollution de l'âge moyen, atteint la satisfaction sans l'aide d'aucune action. Ce dernier cas est le plus fréquent chez les filles et dans la seconde moitié de l'enfance, il n'est pas bien connu dans son conditionnement, et souvent, mais pas régulièrement, semble être fondé sur une période d'onanisme actif antérieure. La symptomatologie de ces expressions sexuelles est pauvre, le système urinaire témoigne presque toujours de l'appareil sexuel encore peu développé, qui apparaît pour ainsi dire comme son porte-parole. La plupart des affections dites de la vessie de cette époque sont des troubles sexuels. L'énurésie nocturne, lorsqu'elle ne répond pas à une crise d'épilepsie, correspond à une pollution. Les causes internes et les occasions externes sont décisives pour la réapparition de l'activité sexuelle. Dans les cas de névrose, les deux peuvent être déduits de la conformation des symptômes et découverts avec certitude par l'examen psychanalytique. Des causes internes nous parlerons plus tard, les occasions extérieures contingentes prennent à cette époque une grande et durable importance. En premier lieu, l'influence de la séduction, qui traite prématurément l'enfant comme un objet sexuel et, dans des circonstances qui ne peuvent que lui faire une forte impression, lui apprend à connaître la satisfaction des aires génitales. La suite en est presque toujours la compulsion de la renouveler par l'onanisme. Une telle influence peut provenir d'adultes ou d'autres enfants. Je ne puis concéder que dans mon essai sur l'étiologie de l'hystérie, j'ai surestimé sa fréquence ou son importance, même s'il est vrai qu'à l'époque je ne savais pas encore que des individus restés normaux pouvaient avoir vécu ces mêmes expériences dans leur enfance.
C'est pourquoi j'ai accordé plus de valeur à la séduction qu'aux facteurs donnés dans la constitution et le développement sexuel. Spontanément de causes internes. Disposition perverse polymorphe. Il est instructif que sous l'influence de la séduction l'enfant puisse devenir un polymorphe pervers, induit en erreur à pratiquer toutes les transgressions possibles. Cela montre que dans sa disposition il apporte avec lui l'aptitude pour cela, de telles transgressions rencontrent peu de résistance car, selon l'âge de l'enfant, les barrages psychiques contre les excès sexuels ne sont pas encore érigés ou sont en formation, honte, dégoût et moralité. En cela, l'enfant ne se comporte pas différemment de la femme ordinaire, inculte, chez laquelle la même disposition perverse polymorphe est conservée. Dans des conditions ordinaires, elle peut rester sexuellement normale, guidée par un habile séducteur, elle trouvera du plaisir dans toutes les perversions et les retiendra dans sa pratique sexuelle. C'est cette même disposition polymorphe, et donc infantile, que la prostituée exploite dans son métier, et dans l'immense nombre des prostituées et de celles à qui il faut attribuer l'aptitude à la prostitution, bien qu'elle ait échappé à sa pratique, il est impossible de ne pas reconnaître quelque chose de commun à tous les êtres humains, quelque chose qui a ses origines dans l'uniformité disposition à toutes les perversions. Pulsion partielle. Pour le reste, l'influence de la séduction ne permet pas de découvrir la condition initiale de la pulsion sexuelle, mais embrouille l'intellection, dans la mesure où elle fournit prématurément à l'enfant l'objet sexuel, dont la pulsion sexuelle infantile ne se manifeste pas au premier abord. Le début de tout besoin. En tout cas, force est d'admettre que la vie sexuelle de l'enfant, malgré la dominance exercée par les zones érogènes, présente des composantes qui impliquent dès le départ d'autres personnes comme objet sexuel. De cette nature sont les pulsions pour le plaisir de voir et d'exposer, et pour la cruauté. Ils apparaissent avec une certaine indépendance vis-à-vis des zones érogènes, et ce n'est que plus tard qu'il entre en relations étroites avec la vie génitale, mais elles deviennent déjà perceptibles dans l'enfance comme des aspirations autonomes, séparées au début de l'activité sexuelle érogène. Surtout, le petit garçon manque de pudeur, et manifeste dans certaines premières années un indéniable délice à se dénuder en mettant particulièrement l'accent sur ses parties génitales. Correspondant à ce penchant dit pervers, la curiosité de voir le sexe des autres ne se manifeste probablement qu'un peu plus tard dans l'enfance, alors que l'écueil du sentiment de honte s'est déjà quelque peu développé. Sous l'influence de la séduction, la perversion de la vue peut devenir très importante pour la vie sexuelle de l'enfant. Cependant, mes explorations de l'enfance des personnes saines et des névrosées m'ont amené à conclure que la pulsion de voir peut émerger chez l'enfant comme une extériorisation sexuelle spontanée. Les jeunes enfants dont l'attention a été une fois dirigée vers leurs propres organes génitaux, généralement masturbatoires, passent généralement à l'étape suivante sans apport extérieur et développent un vif intérêt pour les organes génitaux de leurs camarades de jeu. Comme l'occasion de satisfaire cette curiosité ne se présente presque toujours qu'en satisfaisant les deux besoins excrémentaires, ces enfants deviennent des voyeurs, fervents observateurs de la miction et de la défécation des autres. Une fois ces penchants réprimés, la curiosité de voir les organes génitaux d'autrui, de son propre sexe ou de l'autre, reste une pression tourmentante qui, dans de nombreux cas de névrose, prête alors le moteur le plus puissant à la formation de symptômes. Indépendamment encore plus des autres pratiques sexuelles liées aux zones érogènes, les composantes cruelles de la pulsion sexuelle se développent chez l'enfant. La cruauté est une chose tout à fait naturelle dans le caractère enfantin, en effet, l'inhibition en vertu de laquelle la pulsion de saisie s'arrête face à la douleur de l'autre, la capacité à sympathiser, se développe relativement tardivement. Il est notoire qu'une analyse psychologique exhaustive de cette pulsion n'a pas encore été réalisée. Il nous est légitime de supposer que la pulsion cruelle vient de la pulsion de saisie et émerge dans la vie sexuelle à un moment où les organes génitaux n'ont pas encore assumé le rôle qu'ils joueront plus tard. Dès lors, elle régit une phase de la vie sexuelle que nous qualifierons plus tard d'organisation prégénitale 33.
Les enfants qui se distinguent par une cruauté particulière envers les animaux et les camarades de jeu éveillent le soupçon, généralement confirmé, d'une pratique sexuelle précoce et intense provenant des zones érogènes, et dans les cas de maturité anticipée et simultanée de toutes les pulsions sexuelles, la pratique sexuelle érogène semble être la première. L'absence de la barrière de la compassion comporte le danger que ce lien, établi dans l'enfance entre les pulsions cruelles et érogènes, se révèle inséparable plus tard dans la vie. 33. Les deux dernières phrases ont reçu leur forme actuelle en 1915. En 1905 et 1910, elles se lisent comme suit: nous sommes en droit de supposer que les impulsions cruelles découlent de sources réellement indépendantes de la sexualité, mais que les deux peuvent entrer en relation temporelle. Prennent, par une anastomose, liaison transversale proche de ses origines. Cependant, l'observation montre que des influences réciproques persistent entre le développement sexuel et les pulsions de voir et de cruauté, qui restreignent là encore l'indépendance revendiquée entre les deux types de pulsions. Depuis les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, la stimulation douloureuse de la peau des fesses est reconnue par tous les éducateurs comme une racine érogène de la pulsion passive de cruauté, du masochisme. Ils en ont déduit à juste titre l'exigence que les châtiments corporels, qui affectent presque toujours cette partie du corps, doivent être évités dans le cas de tous ces enfants dont la libido, en raison des revendications ultérieures de l'éducation culturelle, peut être poussée vers le collatéral. Chemin. Sexualité. Son action correspond, d'une part, à une voie sublimée d'empowerment, et, d'autre part, il travaille avec l'énergie de la pulsion de voir. Cependant, ces liens avec la vie sexuelle sont d'une importance particulière, puisque grâce aux psychanalyses, nous avons constaté que l'impulsion de savoir chez les enfants tombe, de manière inattendue, précoce et avec une intensité inattendue, sur les problèmes sexuels, et peut-être même est-elle suscitée par eux. L'énigme du sphinx. Ce ne sont pas des intérêts théoriques mais des intérêts pratiques qui déclenchent l'activité d'investigation chez l'enfant. La menace que représente pour ces conditions d'existence l'arrivée, connue ou suspectée, d'un nouvel enfant, et la crainte que cet événement ne le prive de soins et d'amour, le rende réfléchi et pénétrant. Le premier problème qui l'occupait, conformément à cette genèse de l'éveil de la pulsion de savoir, non pas la question de la différence des sexes, mais l'énigme, d'où viennent les enfants. Dans une déformation facile à défaire, c'est la même énigme que posait le sphinx de Thèbes. Quant au fait des deux sexes, l'enfant ne se retourne d'abord contre lui ni n'oppose aucune objection. Pour le petit garçon, il est naturel de supposer que tous les hommes ont un appareil génital comme le sien, et il lui est impossible de lier son manque à la représentation qu'il s'en fait. Complexe de castration et envie du pénis. Le petit garçon s'accroche énergiquement à cette conviction, la défend obstinément face à la contradiction que lui oppose très vite la réalité, et ne l'abandonne qu'après de sérieux combats intérieurs, complexes de castration. Les formations substitutives de ce pénis perdu de la femme jouent un rôle important dans la formation de multiples perversions. L'hypothèse que tous les êtres humains possèdent des organes génitaux, mâles, identiques est la première des étonnantes théories sexuelles infantiles, lourdes de conséquences. Il est de peu d'utilité pour l'enfant que la science biologique donne raison à son préjudice et doit reconnaître le clitoris féminin comme un véritable substitut du pénis. Quant à la petite fille, elle n'encourt pas de tel rejet lorsqu'elle voit les organes génitaux du mâle avec leurs conformations différentes. Aussitôt elle veut bien l'admettre, et est saisie d'une envie du pénis, qui culmine dans le désir d'être un homme, désir si important plus tard. Théorie de la naissance. Beaucoup de gens se souviennent clairement de l'intensité avec laquelle ils se sont intéressés à la période prépubère par cette question, d'où viennent les enfants ? Les solutions anatomiques à cette époque sont des types les plus divers, elles viennent de la poitrine, sont extraites du ventre, où le nombril s'ouvre pour les laisser passer 3 astérisques.
Quant aux recherches correspondant aux premières années de l'enfance, il s'agit très rare qu'ils soient rappelés en dehors de l'analyse, elle est tombée sous le refoulement depuis longtemps, mais ces résultats ont été uniformes, les enfants sont conçus après avoir mangé quelque chose de certain, comme dans les contes traditionnels, et sont délivrés par l'intestin, comme des matières fécales. Ces théories infantiles évoquent des modalités du règne animal, notamment le cloaque des types zoologiques inférieurs aux mammifères. Conception sadistique du commerce sexuel. Oui à ça. Dès le plus jeune âge, les enfants sont spectateurs du commerce sexuel entre adultes, qui est favorisé par la conviction des aînés que le petit ne comprend rien à la sexualité, il ne peut s'empêcher de concevoir l'acte sexuel comme une sorte d'abus ou d'assujettissement, d'accord, dans un sens sadique. De la psychanalyse, nous apprenons qu'une telle impression reçue dans la petite enfance contribue grandement à la préparation à un déplacement sadique ultérieur décentrage du but sexuel. Dire être marié consistant. Il cherche presque toujours la solution du secret dans quelque relation communautaire je m'insemble Kate fournie par les fonctions d'uriner ou de déféquer. L'échec typique de la recherche sexuelle sur les enfants. À propos des théories sexuelles infantiles, cette formulation générale peut être faite, elles sont le reflet de la propre constitution sexuelle de l'enfant et, malgré leurs erreurs grotesques, donnent preuve d'une grande compréhension des processus sexuels, plus grande qu'on ne le soupçonnerait chez ses créateurs. Les enfants perçoivent également les changements que la grossesse provoque chez la mère et savent les interpréter correctement, souvent ils écoutent avec une profonde méfiance, quoique presque toujours silencieux, quand on leur raconte la fable de la cigogne. Mais comme la recherche sexuelle infantile ignore deux éléments, le rôle de la semence fécondante et l'existence de l'orifice sexuel féminin, les mêmes points d'ailleurs où l'organisation infantile est encore retardée, les efforts du petit chercheur aboutissent à des résultats généralement infructueux. Et se terminent par une résignation qui ne laisse pas rarement comme séquelle une détérioration permanente de la pulsion de savoir. La recherche sexuelle sur la petite enfance est toujours solitaire, elle implique un premier pas vers une orientation autonome dans le monde et instaure un fort éloignement de l'enfant vis-à-vis de son entourage, qui jouissait auparavant de toute sa confiance. Phase de développement de l'organisation sexuelle. Jusqu'à présent, nous avons mis en évidence les caractéristiques suivantes de la vie sexuelle infantile, elle est essentiellement auto-érotique, son objet est dans son propre corps, et ses pulsions partielles singulières aspirent à atteindre le plaisir chacune pour soi, entièrement déconnectées les unes des autres. Le point d'arrivée du développement est constitué par la vie sexuelle dite normale de l'adulte. En elle, la poursuite du plaisir a été mise au service de la fonction de reproduction, et les pulsions partielles, sous le primat d'une seule zone érogène, ont formé une organisation solide pour l'accomplissement du but sexuel dans un objet étranger. Organisation prégénitale. Maintenant, avec l'aide de la psychanalyse, nous pouvons étudier les inhibitions et les perturbations de ce cours du développement. Cela permet d'individualiser les contours et les étapes antérieures d'une organisation de pulsions partielles comme celle évoquée, qui aboutissent en même temps à une sorte de régime sexuel. Normalement, ces phases d'organisation sexuelle se déroulent sans heurts, trahies seulement par quelques indices. Ce n'est que dans les cas pathologiques qu'ils sont activés et deviennent perceptibles pour une observation grossière. Nous appellerons régénitales les organisations de la vie sexuelle dans lesquelles les zones génitales n'ont pas encore atteint leur rôle hégémonique. Jusqu'à présent, nous en avons appris deux, qui donnent l'impression de rechute dans les stades antérieurs de l'évolution zoologique. Une première organisation sexuelle prégénitale est orale ou, si l'on préfère, cannibale. L'activité sexuelle n'a pas encore été séparée de la nutrition, et les opposés n'ont pas été différenciés en son sein. L'objet d'une activité est aussi celui de l'autre, le but sexuel consiste dans l'incorporation de l'objet, paradigme de ce qui plus tard, comme identification, jouera un rôle psychique si important. La succion peut être vue comme un vestige de cette phase hypothétique que la pathologie nous obligeait à assumer. En elle, l'activité sexuelle, détachée de l'activité de manger, a renoncé à l'objet étranger en échange d'un situé dans son propre corps. Une deuxième phase prégénitale est celle de l'organisation sadique anale.
Ici, la division en opposés, qui traverse la vie sexuelle, s'est déjà déroulée, cependant, ils ne peuvent pas encore être appelés masculins et féminins, mais doivent être dits actifs et passifs. L'activité est produite par la pulsion de saisie à travers la musculature du corps, et en tant qu'organe à but sexuel passif, la muqueuse érogène de l'intestin est constituée avant tout, cependant, les objets de ces deux aspirations ne coïncidant pas. Parallèlement à cela, d'autres pulsions partielles sont pratiquées de manière autocrotique. Dans cette phase, donc, la polarité sexuelle et l'objet étranger sont déjà consultables. L'organisation et la subordination à la fonction de reproduction font encore défaut. La prédominance du sadisme et de la zone anale dans le rôle de cloaque lui confère un biais remarquablement archaïque. De plus, il a cet autre caractère, les couples d'opposés pulsionnels s'incarnent à peu près au même degré, état de choses qui est désigné par le terme réintroduit par Bleuler, ambivalence. L'hypothèse des organisations prégénitales de la vie sexuelle repose sur l'analyse des névroses, elle ne peut guère être appréciée si ce n'est par rapport à la connaissance de celles-ci. Nous sommes en droit d'espérer que des efforts analytiques continus nous fourniront des données beaucoup plus complètes sur la construction et le développement d'une fonction sexuelle normale. Pour compléter le tableau de la vie sexuelle infantile, il faut ajouter que souvent ou régulièrement, déjà dans l'enfance, un choix d'objet comme celui que nous avons supposé être caractéristique de la phase de développement de la puberté est consommé. L'ensemble des désirs sexuels s'adresse à une personne unique, et en elle ils veulent atteindre leur but. Voilà donc l'approche la plus proche possible dans l'enfance de la conformation définitive que présentera la vie sexuelle après la puberté. La différence par rapport à ces derniers réside uniquement dans le fait que l'unification des pulsions partielles et leur subordination au primat des génitaux ne sont pas établies dans l'enfance, ou le sont de manière très incomplète. L'établissement de ce primat au service de la reproduction est donc la dernière phase que traverse l'organisation sexuelle. 4. Les deux temps du choix de l'objet. Le processus suivant peut revendiquer le nom de typique, le choix de l'objet se fait en deux temps, en deux vagues. La première commence entre 2 et 5 ans, et la période de latence l'arrête ou la fait régresser, il se caractérise par la nature enfantine de ses objectifs sexuels. Là, par la suite, 1923, j'ai modifié cet exposé en insérant, après les deux organisations prégénitales dans le développement de l'enfant, une troisième phase, celle-ci mérite déjà le nom de phase génitale, elle manifeste un objet sexuel et un certain degré de convergence des aspirations sexuelles vers cet objet, mais elle diffère sur un point essentiel de l'organisation définitive de la maturité reproductive. En effet, il ne connaît qu'une seule classe d'organes génitaux, le mâle. Or, l'effet lié au temps double du choix de l'objet, qui se réduit essentiellement à l'effet du temps de latence, acquiert une grande importance quant à la perturbation de cet état final. Les résultats du choix d'objet de l'enfant se prolongent dans une période tardive, soit ils sont conservés tels quels, soit ils subissent un renouvellement au moment de la puberté. Mais elle s'avère inapplicable, et ce du fait du développement du refoulement, qui se situe entre les deux phases. Ces buts sexuels ont subi une trempe, et ils ne comportent que ce que l'on peut appeler le tendre courant de la vie sexuelle. Seule l'enquête psychanalytique est capable de rechercher, cachées derrière cette tendresse, cette vénération et ce respect, les anciennes aspirations sexuelles, désormais inutilisables, des pulsions partielles infantiles. Le choix d'objet de la période de la puberté doit renoncer aux objets enfantins et recommencer comme un courant sensuel. La non-confluence des deux courants a souvent pour effet de ne pas pouvoir atteindre l'un des idéaux de la vie sexuelle, l'unification de tous les désirs en un seul objet. À la suite de l'investigation des zones érogènes, nous avons découvert que ces secteurs de la peau présentaient simplement une intensification particulière d'un type d'excitabilité qui, dans une certaine mesure, est typique de toute la surface de la peau. C'est pourquoi nous ne serons pas surpris d'apprendre que certains types de stimulation générale de la peau peuvent être attribués à des effets érogènes très nets. Parmi ceux-ci, nous soulignons surtout les stimuli thermiques, cela nous aidera peut-être à comprendre l'effet thérapeutique des bains chauds. Excitation mécanique.
De plus, nous devons inclure dans cette série la production d'excitation sexuelle par des secousses mécaniques du corps, de nature rythmique. Il faut y distinguer 3 classes d'influences stimuli, celles qui agissent sur l'appareil sensoriel des nerfs vestibulaires, celles qui agissent sur la peau, et celles qui agissent sur les parties profondes, muscles, appareil articulaire. L'existence des sensations de plaisir ainsi générées, il est à noter que nous sommes autorisés à utiliser indifféremment, pendant tout un tronçon, excitation sexuelle et satisfaction, bien que nous nous efforcions donc de fournir une explication plus tard, l'existence de ces sensations agréables, alors, produites par certains chocs mécaniques du corps, est documentée par le grand plaisir que les enfants ressentent dans les jeux de mouvements passifs, comme être amassés et jetés dans les airs, dont ils demandent sans cesse la répétition. Comme on le sait, les enfants agités sont régulièrement bercés pour s'endormir. Les chaos des oies gonzées, plus tard, du chemin de fer ont un tel effet fascinant sur les enfants plus âgés qu'au moins chaque petit garçon a un jour voulu être cocher ou conducteur de train en grandissant. Ils donnent le plus souvent un intérêt énigmatique, d'une extraordinaire intensité, à tout ce qui touche au chemin de fer, et à l'âge où le fantasme est activé, peu avant la puberté, ils en font généralement le noyau d'une symbolique sexuelle raffinée. Il est évident que la compulsion à établir ce lien entre le voyage en chemin de fer et la sexualité tient au caractère jouissif des sensations de mouvement. Et si le refoulement s'ajoute plus tard, ce qui fait que tant de prédilections de l'enfance se détériorent. Tournées vers son contraire, ces mêmes personnes réagiront dans leur adolescence ou leur maturité par des nausées si elles sont bercées, ou alors un voyage en chemin de fer les épuisera terriblement, ou elles auront tendance à faire des crises d'angoisse en cas de déplacement et elles se protéger de la répétition de cette épreuve par l'angoisse du chemin de fer. À cette série appartient le fait encore mal compris que la névrose traumatique hystériforme sévère est produite par la sommation de la terreur et du choc mécanique. Au moins, on peut supposer que ces influences, qui à des intensités minimales deviennent une source d'excitation sexuelle, provoquent dans une mesure excessive une perturbation profonde du mécanisme ou de la chimie sexuelle. Activité musculaire. On sait qu'une activité musculaire intense constitue pour l'enfant un besoin dont la satisfaction lui procure un plaisir extraordinaire. Il fait l'objet d'élucidations critiques pour déterminer si ce plaisir a quelque chose à voir avec la sexualité, s'il inclut lui-même la satisfaction sexuelle ou peut devenir l'occasion d'une excitation sexuelle. Ces éclaircissements peuvent également pointer vers la thèse déjà exposée, à savoir que le plaisir provoqué par les sensations de mouvement passif est de nature sexuelle ou génère une excitation sexuelle. Il est cependant un fait que de nombreuses personnes rapportent avoir ressenti les premiers signes d'excitation au niveau de leurs organes génitaux au cours de jeux violents ou de bagarres avec leurs camarades de jeu, situation dans laquelle, en plus de tous les efforts musculaires, opérait un contact étroit avec la peau de l'adversaire. La tendance à se battre avec une certaine personne par le biais de la musculature, comme plus tard la tendance à s'engager dans des disputes à travers les mots, la haine, c'est l'amour, fait partie des bons signes annonçant que cette personne a été choisie comme objet. L'une des racines de la pulsion sadique devrait être reconnue dans la promotion de l'excitation sexuelle par l'activité musculaire. Pour de nombreuses personnes, le lien de l'enfance entre le jeu brutal et l'excitation sexuelle est un codéterminant de la préférence d'orientation, qui imprimera plus tard sur sa libido. Processus affectif. Les autres sources d'excitation sexuelle chez l'enfant suscitent moins de doutes. Il est facile de vérifier par l'observation simultanée ou l'exploration rétrospective que les processus affectifs les plus intenses, voire les excitations terrifiantes, débordent sur la sexualité. Cela peut d'ailleurs contribuer à la compréhension de l'effet pathogène de ces mouvements de l'esprit. À l'école, l'angoisse avant un examen, la tension provoquée par une tâche difficile à résoudre, peuvent devenir importantes, non seulement en ce qui concerne leur relation avec l'école mais aussi pour le déclenchement de manifestations sexuelles. Dans de telles circonstances, en effet, il est assez fréquent que surgisse une sensation stimulante qui pousse au contact avec les organes génitaux, ou un processus du type de la pollution, avec toutes ses conséquences embarrassantes.
Le comportement des enfants à l'école, qui pose de nombreuses énigmes aux enseignants, mérite généralement d'être lié à leur sexualité naissante. L'effet d'excitation sexuelle de nombreux sentiments désagréables en eux-mêmes, tels que l'anxiété, les frissons de peur ou la peur, persistent chez un grand nombre d'êtres humains au cours de leur vie d'adulte, et cela explique sans doute pourquoi de nombreuses personnes attendent l'occasion de recevoir de telles sensations, soumises seulement à certaines circonstances concomitantes, appartenance à un monde fictif, lecture, théâtre, qui atténue la gravité de la sensation de déplaisir. S'il est légitime de supposer que les sensations de douleur intense provoquent également le même effet érogène, surtout lorsque la douleur est atténuée ou supprimée par une condition concomitante, cette relation constituerait l'une des principales racines de la pulsion sadomasochiste, dans la composition multiple de laquelle nous pénètre donc peu à peu. Travail intellectuel. Enfin, il est indéniable que la concentration de l'attention sur une tâche intellectuelle, et, en général, l'effort mental, a pour conséquence chez de nombreuses personnes, jeunes ou plus mûres, une excitation sexuelle concomitante. Il faut la considérer comme le seul fondement légitime de la thèse, par ailleurs si douteuse, qu'elle conduit à faire dériver les troubles nerveux d'un surmenage mental. Si maintenant, après ces exemples et indications que nous n'avons pas communiquées de manière complète ou exhaustive quant à leur nombre, nous jetons un regard panoramique sur les sources de l'excitation sexuelle infantile, nous entrevoyons ou reconnaissons les traits généraux suivants. Les réassurances multiples semblent assurer la mise en œuvre du processus d'excitation sexuelle dont la nature, il est vrai, vient de nous devenir énigmatique. Il s'occupe surtout, plus ou moins directement, des excitations des surfaces sensibles, la peau et les organes des sens, et de la manière la plus immédiate, des stimulations de certains secteurs qu'il faut définir comme des zones érogènes. Face à ces sources d'excitation sexuelle, la qualité du stimulus est sans doute le facteur décisif, bien que le facteur d'intensité, dans le cas de la douleur, ne soit pas tout à fait indifférent. Mais, en outre, des dispositifs préexistent dans l'organisme à la suite desquels l'excitation sexuelle est générée comme effet secondaire, à la suite d'une grande série de processus internes, pour lesquels il suffit que leur intensité dépasse certaines limites quantitatives. Ce que nous avons appelé les pulsions partielles de sexualité, soit dérivent directement de ces sources internes d'excitation sexuelle, sont constituées d'apports provenant de ces sources et des zones érogènes. Il est possible que rien d'important ne se produise dans l'organisme qui ne cède ses composants à l'excitation de la pulsion sexuelle. Il ne semble pas possible pour l'instant d'apporter plus de clarté et de certitude à ces thèses générales. J'en tiens deux facteurs responsables. Premièrement, la nouveauté de toute l'approche et, deuxièmement, la circonstance que la nature de l'excitation sexuelle nous est complètement inconnue. Je ne voudrais cependant pas renoncer à deux observations qui promettent d'ouvrir de vastes perspectives. Constitution sexuelle divers, comme avant. On a vu la possibilité de fonder les différentes constitutions sexuelles innées sur l'expression différente des zones érogènes. Maintenant on peut tenter la même chose en incluant les sources indirectes de l'excitation sexuelle. Il nous est légitime de supposer que ces sources apportent leur contribution à tous les individus, mais qu'elles n'ont pas la même intensité chez tous. On peut admettre, alors, que la représentation privilégiée de chacune des sources de l'excitation sexuelle. Il permet également de différencier les différentes constitutions sexuelles. Voie d'influence interhyprocale, B. Si nous abandonnons les expressions figuratives que nous avons utilisées depuis si longtemps, et cessons de parler de sources d'excitation sexuelle, nous pouvons arriver à cette conjecture: toutes les voies de connexion qui mènent à la sexualité à partir d'autres fonctions doivent également être traversables en sens inverse. Voici un exemple: si le fait que la zone des lèvres soit le patrimoine commun des deux fonctions est la base pour laquelle la nutrition génère la satisfaction sexuelle, ce même facteur permet de comprendre que la nutrition subit des perturbations lorsque les fonctions érogènes sont perturbées. Point de l'espace commun. Et une fois que l'on sait que la concentration de l'attention est capable de produire l'excitation sexuelle, cela nous amène à supposer qu'en agissant de la même manière, seulement en sens inverse, l'état d'excitation sexuelle influence la disponibilité de l'attention orientable.
Une bonne partie de la symptomatologie des névroses, que je tire des troubles des processus sexuels, se manifeste par des troubles des autres fonctions du corps, non sexuelles. Et cette influence, jusque-là incompréhensible, sera rendue moins énigmatique en admettant qu'elle représente la contrepartie des influences qui président à la production de l'excitation sexuelle. Cependant, ces mêmes voies par lesquelles les perturbations sexuelles débordent sur les autres fonctions du corps serviraient une autre réalisation importante dans l'état de santé. À travers eux, l'attraction des forces pulsionnelles sexuelles vers d'autres buts, non sexuels, serait consommée, c'est-à-dire la sublimation de la sexualité. On ne peut s'empêcher de conclure en avouant que l'on sait encore très peu de choses avec certitude sur ces routes, sans doute existantes et probablement praticables dans les deux sens. Fin. Sexualité des enfants. Sigmund Freud.